En juin, je vais participer à l'Ironman de Tours pour essayer de me qualifier au championnat du monde à Kona, Hawaï. Et là, si je suis pas qualifiée, j'arrête le triathlon. Un des objectifs de ce projet, c'est de lever des fonds pour une association qui fait de la recherche pour la mucoviscidose. C'est une cause qui me tient énormément à cœur parce que j'ai un de mes proches qui a cette maladie. C'est une des choses qui me drive le plus de faire beaucoup de sport, c'est de réussir à casser des barrières mentales petit à petit. Je me souviens de ma première régate de voile où j'avais tellement peur. Il y a 20% qui vont faire 80% des résultats et c'est là où, en fait, où tu as le meilleur ROI. En réfléchissant à tous mes kilomètres 30, il y en a pas mal où c'est le sport qui m'a vraiment aider à me remotiver. Je pense que mon tip, c'est d'être authentique, de faire ce que t'aimes et de le partager avec les autres. J'ai assez vite compris que ce qui était important dans ce métier, c'était de cultiver ton réseau. Et moi, c'est aussi la partie du métier que j'aime le plus. Moi, ça me saoule de faire des soirées à rallonge avec des cocktails, etc. Donc, je me suis dit, bon, on va courir ensemble. Bonjour et bienvenue sur Kilomètre 30, le podcast des entrepreneurs du sport. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alix Trébaol, qui est VC chez Serena. Cet épisode, il est incroyable pour plein de raisons. D'abord parce que Alix, c'est une passionnée. Elle est passionnée d'entrepreneuriat, elle est passionnée d'impact, elle est passionnée de sport. Et ça se ressent dans tous les projets qu'elle mène au quotidien. Elle a une vie à 2000 à l'heure en ce moment, puisqu'elle prépare les championnats du monde d'Ironman, en tout cas sa qualification. Et donc ce projet qu'elle mène depuis quelques mois, elle est accompagnée par son employeur, Serena. Et donc je trouve que c'était un beau projet à mettre en lumière. Pour information, cet épisode a été enregistré en décembre 2025, donc ça vous donnera aussi un peu plus de contexte sur nos conversations. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Hello Alix. Salut Victor. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Super, je suis trop content d'enregistrer avec toi. De même. Pour le contexte, c'est un nouvel épisode, un nouveau format qu'on enregistre ensemble. C'est un petit peu à l'image du marathon que j'avais envie d'enregistrer cet épisode, c'est-à-dire en 4 étapes. On va aller ensemble jusqu'au kilomètre 42, donc on va partir du kilomètre 0, on va aller jusqu'au semi, puis au kilomètre 30, moment un peu emblématique du marathon où il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, où on crampe à mort. Et donc, là, on va peut-être rentrer dans les moments plus difficiles. Et toi qui es très sportive, tu pourras nous parler un petit peu de ton kilomètre 30, ton expérience. Ouais. Et puis aller jusqu'au 42, donc l'arrivée, et parler peut-être un peu de vision dans la vie. Ça marche. Mais peut-être d'abord, pour les personnes qui nous écoutent, Alix, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Bien sûr. Je m'appelle Alix. Je suis investisseuse chez Serena dans notre fonds Impact Racine Carrée. Donc j'investis dans tout ce qui va être les thématiques du climat, de la santé, l'éducation et le sport. Moi, j'avais commencé ma carrière en start-up. Donc, j'étais pendant quelques années aux US pour lancer le marché américain de Too Good To Go. J'étais basée à New York, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et après, je suis rentrée en France. J'ai bossé sur pas mal de projets. Et au cours de ces projets, j'ai fait la rencontre de Serena. Et c'est comme ça que je suis passée du côté obscur, comme je dis souvent, et que je suis devenue investisseuse. Qu'est-ce qui change avec le monde start-up ? Qu'est-ce qui change, c'est-à-dire ? Ouais, de passer de l'opérationnel chez Too Good To Go, qui est une app consumer que tu peux peut-être décrire d'ailleurs, mais au côté peut-être plus large du fond, quoi. Ouais, bien sûr. Franchement, ça n'a rien à voir. Ouais. Enfin, y a pas de... À part le fait qu'on est dans le même écosystème, qu'on est dans la tech impact, le job et mes journées n'ont rien à voir avec ce que je faisais chez Too Good To Go. Et je pense que la principale différence, c'est que chez Too Good To Go, j'étais plutôt dans l'exec. Donc, en fait, en startup, surtout quand tu fais soit quand tu es en early stage, soit nous, en fait, on était un peu une startup dans la scale-up parce que le marché américain, au début, on était 10. 6 mois plus tard, on était 150. Ah ouais. Donc, en fait, c'était une grosse période de scale où on ne savait pas du tout encore comment on allait réussir à prendre le marché aux US. Okay. Donc, c'était vraiment tu testes, itères. Donc, en fait, je suis passée d'un job où toute la journée, je teste, j'itère, à un job où toute la journée, je suis plutôt je suis moins dans le micro et plus dans le macro. Okay. Et je suis plus à réfléchir, est-ce que ce founder sur ce marché, ça peut marcher ou pas ? Donc, c'est beaucoup plus strat et en même temps, beaucoup moins opérationnel. Ça te manque pas, du coup, l'opérationnel ? Tu sais, quand t'es avec les équipes qui grandissent vite. Ouais, c'est sûr. On me pose souvent cette question. Et souvent, on me dit, mais comment est-ce que... t'as pu passer d'un job opérationnel en start-up qui avait l'air trop bien, un job de VC, tu étais plus sur le terrain.
Et je pense qu'il y a un moment, ça me manquera. Ouais. Pour le moment, en fait, j'avais tellement voulu faire ce switch et tellement voulu passer à justement un peu plus à un job où je peux réfléchir et avoir une vision plus strat que ça me manque pas encore. Ok. T'as l'impression peut-être d'avoir plus d'impact, c'est ça que tu dirais? Non, pas spécialement. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir moins d'impact. Je pense que c'est juste très différent. Ouais. Je pense que j'avais un impact beaucoup plus direct, mais aussi beaucoup plus micro chez Too Good To Go. Maintenant, j'ai un impact plus indirect quand c'est toi qui finances plutôt les boîtes qui, elles, vont avoir un impact. Mais c'est aussi plus macro, donc c'est plutôt juste différent. Ok. Et ton parcours, peut-être, t'es passé par quelles études pour en arriver là aujourd'hui? Je pense pas que ce soit les études qui mènent spécialement au job de VC. Enfin, les études que j'ai faites, je veux dire, c'est pas exactement ce que t'attends. Mais moi, j'ai grandi pas mal à l'étranger. J'ai fait à peu près la moitié de ma vie hors de France, et donc j'étais déjà dans le système anglo-saxon. J'ai fait mon lycée au Costa Rica dans un internat pendant 2 ans. Ouais, c'était assez chouette, un peu random, mais c'est tes parents qui bossaient là-bas? Non, pas du tout. En fait, c'est une école dans laquelle j'ai rêvé d'aller depuis que j'étais vraiment plus petite. C'est une école qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale par un philanthrope juif allemand qui s'est dit que si les personnes se connaissaient mieux dans le monde, il y aurait moins de conflits. Et donc, en fait, il a créé un réseau d'éducation où ça a commencé par une école au Pays de Galles. Maintenant, il y en a 18 dans le monde. Où, en fait, tu as à peu près 100, 200 élèves qui viennent d'une centaine de pays différents. Donc, une école internationale, mais plus. Et la grosse différence avec les lycées français à l'étranger ou les écoles internationales standards, entre guillemets, c'est que tu as une énorme diversité sociale. Tu as 80% des élèves qui sont boursiers, 30% qui ont des bourses complètes, 10% qui ont grandi dans des camps de réfugiés. Enfin, c'est vraiment... ça te met un peu une petite claque quand t'es français et que tu viens de ton petit lycée. T'as fait 2 ans là-bas, du coup? J'ai fait 2 ans là-bas, ouais. T'as dû faire des rencontres de fous? Ouais. Pas mal de... Enfin, du coup, en fait, t'as des copains partout dans le monde. Et ce qui est sympa, c'est que quand tu vois un pays, tu vois... Maintenant, j'associe un visage, tu vois, et c'est un peu plus personnel. Donc, tu donnes un peu des visages à tous les pays du monde. Ce qui est plutôt cool. Ouais, ça a dû grave s'ouvrir. C'est trop stylé. Mais donc en fait, j'étais déjà dans le système anglo-saxon. Et après, moi, je voulais rester à l'étranger. Finalement, je suis rentrée en France. Mais brièvement, j'ai fait un double diplôme entre Sciences Po et Columbia. À Columbia, j'ai étudié les sciences du climat parce que je voulais déjà bosser dans le climat. Et j'avais un peu cette frustration de... en fait, toutes les personnes qui bossent dans le climat, par exemple, les personnes qui bossent pour passer des lois ou des politiques publiques, et de base, moi, j'avais plutôt ça en tête. Donc, comme on peut voir, j'ai un peu dérapé. Sciences Po, ça paraissait plus logique. Ouais, exactement. Donc, j'étais plutôt très Sciences Po, je vais bosser à l'ONU, on va passer des lois qui vont sauver la planète, etc. Et Trump est arrivé. Ouais, et la Trump est arrivé, je me suis dit, je vais faire du VC. Mais donc... grosso modo, j'avais un peu cette frustration que les personnes qui bossent dans le climat, en fait, ça connaissent pas vraiment la science derrière, comment le vent circule sur Terre, etc., etc. Et donc, j'ai passé 2 ans à étudier ça. Et après, en fait, comme j'étais dans le système anglo-saxon et qu'aux US, c'est assez commun de bosser juste après son bachelor, où souvent tu fais 4 ans, j'ai cherché un job. Et là, en faisant plein d'appels, je me suis rendu compte qu'en fait, l'ONU et la Banque mondiale, etc., ça allait pas vraiment être pour moi. D'un point de vue personnalité, j'aime bien quand ça va vite et les organisations plus petites où je vois un petit peu l'impact des choses que je fais. Et donc, j'avais peur d'être frustrée. Et c'est là, en fait, que j'ai pensé à rejoindre Too Good To Go. Ok. Et donc, après, la suite, tu nous l'as raconté. Ouais, exactement. Ok. Bon, j'ai une question qui est du coup plus directe. Pourquoi on se parle aujourd'hui? Je pense que c'est hyper important de parler de ce projet qui est singulier, ultra original, et en même temps, je pense qu'il en dit long sur ton parcours pro et perso. Ta passion pour le sport au cœur de ce projet. Donc peut-être je te laisse en dire un peu plus, Alix. Ouais. Alors je sais pas trop comment tu veux que je l'introduise, mais grosso modo, moi j'ai toujours fait pas mal de sport.
en ce moment, du coup, je fais beaucoup de triathlon, mais j'ai grandi en faisant plutôt des sports très différents. Mais je faisais déjà pas mal de compétitions. Notamment, moi, je viens de Bretagne, donc je faisais pas mal de voile et de compétitions en voile. C'est le sport où, on va dire, j'ai un peu goûté à la compétition et pas mal aimé cet esprit. Et en fait, j'ai un peu comme tout le monde arrêté, tu vois, de faire du sport en compète au moment où tu pars faire tes études, etc. C'est trop compliqué. Et j'ai recommencé à faire pas mal de sport à travers le triathlon il y a quelques années. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans des projets où c'est... voilà, je sais pas comment c'est arrivé. Dépasse, en fait, tout ça. Mais petit à petit, j'ai un peu poussé chaque porte et j'ai fini par faire un Ironman l'année dernière. Et là, j'ai encore un beau projet sportif puisque avec Serena, on a monté un projet où là, en juin, je vais participer à l'Ironman de Tours pour essayer de me qualifier au championnat du monde à Kona, Hawaï, qui se déroulerait en octobre de l'année d'après, si tout se passe bien et que j'arrive à avoir ma qualification. Donc là, c'est octobre 2026. Ouais, exactement. Et ta qualif, c'est quand ? Le 14 juin, à 14 Tours. juin. Donc, tu te prépares jusqu'à juin. Ouais. Pour avoir une chance 2 mois, 3 mois plus tard de te qualifier, quoi, c'est ça ? Exactement. Ma question est peut-être mal formulée. Si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif de te qualifier, tu as une porte de sortie ? Ouais, j'ai un backup. Ok. J'ai un backup où, si jamais je ne suis pas qualifiée à Tours, je participerai à l'Ironman d'Emilia-Romagna en septembre en Italie pour retenter. Et là, si je ne suis pas qualifiée, j'arrête le triathlon. Bon, maintenant parlons de positif quand même, parce que quand on s'est rencontrés pour la première fois, donc c'était un événement que tu organisais avec Serena, une course qui un peu un social run et en même temps un événement sport entrepreneuriat et investissement dans le sport. Tu m'as mentionné ton premier marathon. Ton premier marathon durant un Ironman. Oui, le deuxième marathon du coup. 3h38. 3h37. 3h37. La minute compte. C'est fou, parce que en fait, pour les gens qui écoutent, et moi, je suis un sportif, mais on va dire plus du dimanche. Je kiffe la course à pied. Mon dernier marathon, c'était celui de La Rochelle en novembre. Okay. J'ai fait... Je fais plus, quoi. Je fais 3 heures... C'est pas possible de pas se rappeler de son temps en marathon. Attends. C'est un truc de fou, ça. J'ai fait combien ? 3h40... Un truc de fou. J'ai plus l'info. 3h40 et quelques. C'est déjà un temps assez solide. Ouais, mais du coup, mon point, c'est de dire t'es à... Tu fais 2 épreuves avant. Tu nages combien ? 3 km ? 3,8. Ouais. Donc 4 km quasiment. Ouais. Tu fais 180 bornes de vélo ? Oui, effectivement. Vu comme ça. Et après, tu fais un marathon. Tu t'es classé comment avec ton premier Ironman ? Je me suis classée... Donc, sur Ironman, on parle de classement par catégorie d'âge et par sexe. Donc, moi, j'étais dans ma catégorie, on était à peu près 70, un truc comme ça. Peut-être 80, enfin, dans ces eaux-là. Okay. Et je suis arrivée 16e. Sachant que je pensais avoir un bien meilleur classement avec mon chrono. Donc, en fait, évidemment, il y a plein d'Ironman différents dans l'année. Et il y en a qui sont plus compétitifs que d'autres. Donc, en fait, il faut, pour réussir... Enfin, là, dans mon objectif d'avoir ma qualif, il faut aussi un petit peu être stratège sur à quelle course tu participes. Bon, il se trouve que moi, j'ai choisi une course qui fait le format Ironman full pour la première fois. Donc, en fait, j'ai pas trop de data historique sur les temps sur ce parcours-là. Mais c'est aussi pour ça que je l'ai choisi en me disant, bon, on sait pas. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais donc j'étais 16e à Barcelone. Ouais. Mais par contre, vraiment, on était dans un mouchoir de poche, je pense, entre la 10e et la 20e. On devait être chacun dans 15 minutes, ce qui est peu pour un Ironman. Mais du coup, comment on se qualifie ? C'est en fonction de ton classement, en fonction de ton temps ? C'est en fonction de ton classement. Ok, c'est fou ça. Donc c'est en fonction de la densité Exactement. Du niveau de la course. Et tu peux te qualifier beaucoup plus facilement, quoi. C'est ça. Okay. Donc en fait...
Moi, je sais à peu près que déjà, si tu fais un podium, tu es sûr d'avoir ta place. Ok. Et généralement, après, il y a un pool de places en fait, qui sont redistribuées au 4e, 5e, 6e, en fonction de combien de personnes il y a dans ta catégorie. Donc, moi, je me bats plus. Bon, si je fais un podium, c'est génial. Attention, c'est annoncé. Voilà. Mais je me bats plus pour essayer de faire un top 5, ce qui est pas très différent d'un podium, tu me diras, mais ce qui me sécurise plus ou moins. Et un top 5, je sais que normalement, si tout va bien, ça peut le faire. Ok. Et après, un top 5, quel temps ça veut dire ça dépend un peu. Moi, ce que j'ai en tête, c'est entre 10h15 et 10h30. Ça, c'est à peu près là où, généralement, dans la plupart des courses, tu arrives à faire un top 5. Après, tu as de la chance le jour J où tu n'en as pas. Ok. Dans ta catégorie, tu parles ou c'est... Ouais, là, Ok. je pars de ma catégorie, donc femme 25-29 ans. Ok. Généralement, quand tu es un... Typiquement, je sais que la même catégorie chez les hommes, il faut faire moins de 9h30 si Ok. tu veux avoir ta place. Donc, il y a à peu près un delta d'1 heure, généralement, entre les hommes et les femmes, Ok. grosso modo. C'est la catégorie la plus difficile en Ironman? Ça dépend. Je dirais plutôt que les catégories les plus dures, c'est 30-34, voire 35-40. Ouais. C'est un sport où ça se gagne. Enfin, les personnes qui gagnent, les champions du monde, Lucy Charles Barclay, par exemple, qui est championne du monde d'Ironman, il me semble qu'elle a. Je ne vais pas dire de bêtises, je pense qu'elle a 35 ans. Donc, c'est plutôt un sport qui, contrairement à des 10K ou des semis, Ouais. c'est des personnes un peu. Qui ont plus d'expérience qui gagnent. Après, bon, il y a un champion du monde qui est devenu champion à 24 ans. Enfin, évidemment, Ouais. il y a des exceptions, mais c'est un peu une tendance. Ok. Comment c'est venu? Parce que tu as dit que tu Ouais. es parti de la voile. J'ai curieux Et de après, savoir c'était quoi la j'ai compète en dérapé. voile, comment ça fonctionne, jusqu'où ça peut aller en fait. T'aurais pu être pro en voile? Non, j'aurais pas pu être pro. En fait, j'ai arrêté. J'ai commencé très tôt. J'ai fait mes premières régates, j'avais 7 ans. Donc, et puis je me souviens d'ailleurs, de ma première régate de voile où j'avais tellement peur parce que je pense que je devais peser 30 kilos à l'époque. J'étais sur mon optimiste. Et c'était à Carnac en Bretagne, qui a un club qui organisait pas mal de régates. Et moi, j'avais l'habitude de m'entraîner dans le golfe du Morbihan, donc c'est un plan d'eau beaucoup plus plat avec moins de vent. Et Carnac, c'est l'Atlantique, donc ça souffle. Et je me souviens vraiment regarder la mer et il y avait une énorme tempête et me dire mais comment je vais survivre. Et mes parents m'avaient dit tant que t'es pas dernière, c'est génial. J'avais fini avant-dernière. Donc j'étais très contente. Ouais. Mais ouais, donc j'ai arrêté relativement tôt parce que j'ai pas mal déménagé du coup à l'étranger. Et donc, tu vois, vers 13-14 ans, où je commençais à être niveau championnat de France, j'ai arrêté la voile. Ouais. Ok. Donc en fait, j'ai jamais vraiment poussé le truc. C'est comme les footeux quand ils disent qu'ils se sont fait les croisés. Toi, Ouais. t'es parti à l'international. Moi, je suis partie à l'étranger. mais typiquement, mes frères, par exemple, ont un beau palmarès en voile. Ils sont double champions du monde de catamaran. Donc, en tout cas, j'ai vécu quand même pas mal ce mood de compétition, pour le positif, hein, parce que j'ai un peu baigné là-dedans pendant pas mal d'années. Ouais. Ça t'a appris quoi, leur expérience dans le sport? Je sais pas si moi, ça m'a appris quelque chose. Je dirais que j'en suis super fière. Je me souviens, pendant ces années-là, on le disait à tout le monde. Mon père, il disait bonjour aux gens. C'était bonjour, mais mes enfants sont champions du monde. donc, c'était plutôt... peut-être que le travail, ça paye et que parfois, il faut réussir à être plus intelligent que les autres. Parce que typiquement... Là, nous, on s'était plutôt, je pense... eux, c'était peut-être plutôt moins entraînés que les autres parce qu'on bougeait pas mal, etc. Et donc, on essayait de rattraper par d'autres biais. Et typiquement, le parallèle que du coup, je peux faire avec le triathlon, c'est que il y a pas mal... En fait, tu peux faire 80% des efforts, mais finalement... En fait, c'est les 20% qui vont faire la différence. C'est un peu la loi du 80-20, tu vois. Il y a 20% qui vont faire 80% des résultats. Ouais. Et donc, il faut faire ces 20 et c'est là, en fait, où tu as le meilleur ROI. Et typiquement,
dans le triathlon, moi, je trouve que on pense souvent à faire beaucoup de volume ou beaucoup de fractionnés. Et en fait, il y a plein de côtés qu'on néglige, la nutrition, par exemple. Et moi, j'ai toujours été à fond sur la nutrition, vraiment hyper bonne élève. Ok, raconte. Sur, C'est ce que tu as appris là-dedans. Typiquement, il y a plein de personnes qui s'entraînent pour des marathons, pour les Ironman pendant des mois et des mois, qui mettent énormément d'efforts. Et en fait, ils se nourrissent pas assez. Pendant l'épreuve, ils prennent pas assez de gel. Et donc, en fait, c'est trop dommage parce qu'ils plantent, parce qu'en fait, au bout de 3 heures, tu as épuisé tes recherches. Tu vois trouble. Exactement, tu vois trouble. Globalement, tes recherches de glycogène dans tes muscles, elles durent 3 heures. Et en fait, au bout de 3 heures, t'en as plus. Ouais. Donc, sur une épreuve de plus de 3 heures, t'es obligé de recharger pendant l'effort. Donc, ton conseil, c'est de courir en moins de 3 heures le marathon. Bah ouais, comme ça, t'as pas besoin. Exactement. Non, mais moi, je suis un petit peu une psychorigide de la nutrition, de faire attention aux grammes de glucides que je prends par heure. Et grosso modo, ton corps, il peut en absorber 100 à peu près par heure. Et souvent, les gens, ils prennent 2 gels pendant un marathon. Et moi, je suis en mode, mais en fait, moi, je prends 3 gels par heure. Donc, tu fais les calculs, il y a une dizaine de gels dans un marathon. Quoi. Comment tu gères ta digestion quand tu prends 3 gels par heure C'est de l'entraînement. Ouais. Honnêtement, en fait, c'est que moi, j'ai mes tableaux Excel avec tous mes gels, combien il y a de grammes de sucrose, de fructose dans chacun. Parce qu'en fait, si tu fais un mix de sucrose et de fructose, ça a une meilleure assimilation. Et donc, tu peux aller au-dessus de tu vois, la norme qui est plutôt autour de 40-60 grammes. Tu peux plutôt aller vers 100 par heure. Enfin, grammes de glucides par heure, du coup. Ouais. Et donc, moi, à l'entraînement, je me fuel à mort. Et comme ça, je sais que en fait, j'habitue mon estomac. Et le jour de la course, c'est comme à l'entraînement. Enfin, j'ai l'habitude de prendre autant de gel, quoi. Enfin, gel ou autre, d'ailleurs. Hein, mais oui. N'importe quoi. Et du coup, la nutrition, ça inclut aussi hors course? Ou c'est vraiment là, tu parlais de... Ouais, là, je parle plutôt de la nutrition de course. Ok. Après, évidemment, il faut bien se nourrir hors course. Ouais. Mais je trouve que c'est ça, typiquement, le genre de hack où tu te dis... parfois, il suffit de faire les 20%. Ça, dans les 20%, il y a bien se nourrir pendant la course. Pour être sûr que... En fait, ça prend pas beaucoup plus d'efforts. Enfin, ça prend aucun temps de prendre des gels. Et au lieu de s'entraîner pendant... Il y en a qui vont jusqu'à 25 heures par semaine. Ouais. En fait, si tu t'entraînes 25 heures et que le jour de la course, tu as une mauvaise stratégie de nutrition, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, c'est cuit. Mais je pense que c'est un truc qui va parler beaucoup parce que je trouve ça hyper dur à préparer. Ouais. Comment tu t'es documenté là-dessus? Sur quoi tu te fondes, en fait, pour faire tes choix? Je comprends qu'il y a des tests que tu fais à l'entraînement, mais est-ce que ça suffit? Comment tu sais que tu vas dans la bonne direction là-dessus? En fait, c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où tu comprends qu'un humain peut absorber 100 grammes de glucides par heure. Tu vois que dans un gel, il y a 30 grammes. Tu prends 3 gels par heure, t'es à 90. Jusque-là, ça va, tu vois. Et je pense que parfois, on se surcomplique. Okay. Mais en fait, une fois que t'as compris ça, c'est bon, t'as 90% du game de la nutrition. Et c'est juste une question de tester où, au début, pendant mes entraînements, je prenais un gel ou, ça peut être un gel, une pâte de fruits, n'importe quoi, en 1 heure. Après, j'en prenais 2. Après, j'en prenais 3 ou 2,5, tu vois. T'es pas obligé de les prendre en entier. Ou même de pas prendre un gel d'un coup. Mais souvent, à la fin de mon marathon, de mon Ironman, là, j'avais vraiment l'estomac en vrac. Et donc, en fait, je les prenais tout doucement, petit à petit. Et je me faisais un gel en 10 minutes, tu vois. Okay. Mais en fait, au moins, j'arrivais encore à m'alimenter. Ouais, ok. Ouais, c'est... À la fin de mon marathon, j'arrivais plus à bouffer, tu vois. Ouais, je comprends. Sur un Ironman, c'est décuplé, du coup, parce que tu... Ouais, après, sur le vélo, c'est quand même beaucoup plus facile. Ah ouais. Parce que, entre guillemets, t'es posé sur ton vélo, t'as que ça à faire. C'est chill. C'est chill. T'as juste à pousser des watts et boire de la boisson isotonique et manger les gels. Parlons donc, au moins, un peu du vélo. T'as un nouveau vélo depuis peu. Ouais, j'ai un très beau vélo. J'ai un très beau vélo et en fait, ça fait un peu partie de... je t'ai pas expliqué du coup un peu la genèse de ce projet d'Ironman. C'était pas vraiment prévu. Moi, je m'étais dit, je fais un Ironman pour le défi parce que je me suis mise au triathlon et donc je finis le jeu. Et après, ça a un peu...
j'avais l'intention d'arrêter, de faire autre chose de ma vie. J'ai commencé mon job chez Serena. Tu voulais cocher une case, quoi. Tu te dis, je fais un Ironman. Ouais, je sais pas si c'était cocher une case. C'est un rêve que j'avais. Ok. Et je m'étais dit, je sais pas à quel moment je vais le réaliser, mais j'aimerais bien un jour en faire un. Et plus parce que moi, ce qui m'a beaucoup apporté dans le sport, et j'avais commencé par un half notamment, c'était de casser des barrières mentales. Et en fait, je trouvais ça assez puissant. Tu vois, je me souviens très bien de la première fois où j'ai couru 2 heures d'affilée dans ma vie. Parce que j'avais un half qui allait être en trail. Donc, le semi-marathon était dans les montagnes près d'Annecy. Et donc, je savais que j'allais mettre plus que 2 heures pour faire ce semi. Enfin, il se trouve que c'était moins qu'un semi parce que ça montait, donc il le raccourcissent un peu. Mais je m'étais dit, mais en fait, je peux pas courir pour la première fois 2 heures d'affilée le jour de la course. Donc, j'étais sortie de chez moi et j'avais couru pendant 2 heures. Et après, j'étais rentrée, je m'étais dit, bon, bah, en fait, tu fais 1h30, tu fais 1h45, après tu fais 2 heures, quoi. Ouais, total. Et ça, c'est un truc qui me plaît énormément et que c'est ça, en fait, c'est une des choses qui me drive le plus de faire beaucoup de sport, c'est de réussir à casser des barrières mentales petit à petit et de te dire qu'en fait, rien n'est impossible, il faut juste y aller à petits pas. Ouais, ça paraît bête. C'est très philosophique, tout ça. Mais donc la prochaine étape, c'est un DK Ironman, quoi, c'est ça? Alors, on va peut-être pas aller à petits pas jusqu'à un DK Ironman, ça va faire beaucoup de pas. Mais non, je pense que évidemment, il faut quand même. Rien n'est impossible. C'est bien de dire ça, je pense, d'un point de vue mindset. Après, il faut aussi quand même se fixer ses propres limites. Ouais. Je pense que c'est possible. Enfin, tu peux faire un DK Ironman. Après, est-ce que c'est moi ce que j'ai envie de faire? Pas forcément. Mais ouais, ta question, c'était le vélo. Et en fait, petit à petit, moi, je m'étais dit, bon, bah, j'arrêterai, je ferai autre chose. Et j'étais hyper contente d'avoir fait un Ironman, mais j'avais pas forcément de désir d'en refaire un. Et par contre, j'avais envie de continuer à faire du tri, parce que ça, j'aimais beaucoup le fait de m'entraîner. J'aime beaucoup la prépa, le rythme dans lequel je me mets, etc. Et donc, je m'étais dit, j'aimerais bien essayer de pas juste le faire pour le défi, parce que moi, c'était plus une aventure, en fait, l'Ironman. Ouais. Mais de le faire en mode compète. Comme quand j'étais petite et que je faisais de la voile, tu vois. Parce que j'aimais beaucoup ça et je voyais qu'en fait, j'étais pas mauvaise. Et qu'en fait, si j'optimisais 2-3 trucs, étant donné que je l'ai vraiment fait un peu en freestyle, mon Ironman, je l'ai fait sur le 2e prix D4, vélo de route, sur un vélo vraiment où le mec, il a réparé la veille, il m'a dit, bon, mademoiselle, par contre, la prochaine fois, vous faites pas sur ce vélo, quoi. Donc, j'avais pas trop optimisé le truc. Et je m'étais dit, si je continue le triathlon, j'aimerais bien peut-être faire des halfs, donc un format qui est plus gérable, entre guillemets, parce que c'est quand même assez long pour que ça te pousse dans tes retranchements, mais en même temps, l'entraînement, c'est pas 15 heures par semaine. Est-ce que c'est le même raisonnement que quand tu compares un marathon à un semi? Tu te dis, le semi, c'est plus accessible. Ouais. C'est court, mais pas trop. Ouais, c'est challengeant, tu vois, mais le marathon, c'est encore un autre exercice. Parce que t'as le mur, c'est vraiment pas du tout le même exercice. Et donc, je m'étais dit, bah, faire un half, pourquoi pas continuer, mais faire des halfs, mais du coup, en mode compète, comme ça, je teste d'autres choses, quoi. J'essaie d'aller vite, ce qui m'est jamais arrivé en triathlon, d'essayer d'aller vite. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'avais plutôt ce mindset-là. Et puis, il se trouve que j'ai une conversation où en fait il y avait Amaury qui était en stage chez nous chez Serena, dans mon équipe, qui faisait beaucoup de triathlon, et à un moment il se retrouve à parler avec Marc, qui est le fondateur de Serena, de triathlon. Il rigole chez Racine Carré, qui est mon équipe, c'est un critère de recrutement maintenant de faire du triathlon, etc. Et puis de fil en aiguille, Amaury, il commence à parler plutôt de moi et du fait que je fasse du triathlon, parce que il est très fort, mais je pense qu'il n'aime pas se mettre en avant, donc il parlait directement de « Ah, ok !» Voilà. Et donc, il commence à expliquer à Marc qu'en fait, j'avais plutôt un bon niveau et que j'étais pas si loin de réussir à me qualifier au championnat du monde et que c'était quelque chose qui était dans l'ordre des possibles. Et en fait, 3 jours plus tard, Marc est venu me voir. Il m'a fait « Alix, pourquoi tu m'as pas dit ?» Il m'a fait 3h37 au marathon, mais il faut me dire ces choses-là. Moi, j'ai dit, mais pourquoi? Cool. Ça te regarde pas, en fait. C'est très personnel. Non, mais en fait, on a commencé à discuter. Il m'a demandé si moi, je voulais continuer.
Et je lui dis, bah, c'est marrant que tu m'en parles maintenant parce que justement, je pensais à faire de la compétition. Mais pas sur full parce que déjà, ça demande énormément de temps et maintenant, j'avais un job à plein temps. Enfin, je pouvais pas juste être maître de mon emploi du temps. En tout cas, pas autant que nécessaire pour s'entraîner 15-20 heures par semaine. Et je lui dis aussi, en fait, être vraiment en mode compète sur Ironman, c'est un gros budget et je suis pas prête à faire ça. Et là, il me dit, non, mais ça, c'est pas des problèmes. Quoi On va s'arranger. Et donc, en gros, il me fait comprendre que il trouve ça génial et qu'il faut que je le fasse. Et que Serena, si moi, j'ai l'impression de pas avoir de temps, de pas avoir de budget, etc., ils vont m'accompagner. Et donc, en fait, Serena, du coup, m'a fait un cadeau exceptionnel qui est de déjà m'encourager à fond dans un projet perso. Enfin, pas tous les employeurs feraient ça, je pense. Ouais, non, mais c'est incroyable. Ouais, je pense que c'est assez révélateur aussi du mindset du fond. Ouais. De un peu se dire que, comme il y a plein d'entrepreneurs qui bossent sur Serena, forcément, tout le monde a toujours plein d'idées. Et quand tu as des personnes qui ont plein d'idées, il vaut mieux les encourager, je pense, que les limiter et que du coup après ils soient frustrés. Et je pense que c'est une recette qui marche plutôt bien, nous, dans notre équipe. Et ça a fait que ils m'ont dit, évidemment, je vais pas bosser à mi-temps parce que c'est pas trop la logique. Mais c'est un job où déjà je peux pas mal m'organiser comme je veux, parce qu'en fait, quand t'es investisseur, t'es un peu à droite à gauche, t'es un peu à des cafés par-ci par-là, t'as des events le soir, après t'as des events le matin. Donc en fait, t'es un peu, si tu veux réussir à t'organiser, tu peux pouvoir t'entraîner. Et donc ils m'ont dit, on va pas t'aménager tes horaires, mais c'est juste toi qui vas prendre la liberté dont t'as besoin. Et je pense que s'ils me l'avaient pas dit, moi j'aurais pas fait de moi-même, tu vois, j'aurais pas osé me dire les gars, je vais rouler de 7h à 10h du mat et puis on se retrouve après. Et après, ils m'ont dit, on t'offre un vélo et puis et ce dont tu as besoin. Et donc, en fait, moi, je leur ai dit, j'ai besoin en gros d'un coach, d'un vélo. Enfin, ça, c'est un peu le principal. Hein. Après, le reste, c'est plutôt accessoire. Et genre d'un vrai vélo avec des capteurs de puissance, etc. Enfin, des choses qui vont me permettre vraiment de passer au niveau d'au-dessus. Et en fait, en triathlon, le vélo, ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est pas du tout. Parce que, en fait, purement avec de l'aéro, moi, je savais que je pouvais gagner sur Ironman au moins 20 minutes. Juste en ayant un meilleur vélo, quoi. C'est un truc de fou. Donc, c'est quelque chose qui va me permettre aussi de step up. Ouais, ça te met en confiance. Du coup, là, on est en plein dans... pour reprendre un peu la structure de l'échange, on est en plein dans le kilomètre 21, quoi. T'es pleine balle, t'es pleine d'énergie. Ton employeur te dit qu'il te soutient dans ce projet, voire même vous construisez ce projet ensemble. Donc, le fait que... Enfin, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, attends, mais c'est un truc de fou. Il faut bosser chez Serena. Ouais. C'est un exemple, je pense, qui est cool à partager. Justement, maintenant, tu parlais des 20 minutes à gagner. Comment est-ce que tu vas gagner plus de temps que à ta première expérience d'Ironman ? Ouais, alors, en fait, il faut que je m'améliore en vélo. En plus d'avoir un bon vélo. C'est dur, ça ? Est-ce que c'est dur ? Je sais pas encore te dire, parce que j'ai commencé l'entraînement là vraiment bien structuré en octobre. Donc ça fait 2 mois. Et je n'ai pas encore refait mes tests de FTP qui en fait mesurent un peu c'est comme ta VO2 max mais pour le vélo. Donc je te dirai en janvier quand j'aurai fait tout ça. Mais en fait le vélo, c'est à la fois c'est beaucoup de volume et c'est aussi beaucoup d'intensité pour s'améliorer et en fait réussir à augmenter ta FTP. Donc c'est dur, enfin c'est comme dans tout dans le sport, c'est de la discipline, du temps et des efforts et un peu de sacrifice pour réussir à caser tes séances. Mais après, c'est pas sorcier. C'est pas comme la natation où c'est un sport très technique et, entre guillemets, tu peux capter bien les mouvements et avoir des bonnes intuitions, ou tu peux ne pas en avoir. Le vélo, c'est un peu plus barbare, tu vois. C'est plus, t'es un peu un bourrin et puis ça marche. Ok. Toi, t'as pas de levier, du coup, sur la natation ?
C'est plus sur le vélo, quoi. J'ai un petit levier sur la natation. Enfin, j'aimerais bien gagner quelques minutes. Mais là, on parle, tu vois, de réduire d'un chrono de 1h07 à 1h05. Enfin, Ouais, ok. bon, 2 minutes, ce serait déjà génial, mais c'est pas énorme sur une échelle. Moi, il faudrait que je gagne 45 minutes. Sur toute la course? Sur toute la course, à peu ok. près. Mais j'ai pas mal de levier sur les transitions. Parce que moi, à Barcelone, je m'étais posée, j'avais mis la crème solaire. Donc, je pense que j'avais fait mes transitions en 8 minutes ou peut-être même plus. Enfin, c'était pas du tout le but de me dépêcher. Donc là, j'ai pas mal de leviers. Ou pas aux transitions? Ça marche comment? Non, en fait, t'arrives, quand tu sors de la natation, t'arrives dans le parc à vélo. Enfin, non, pardon. T'arrives plutôt dans une zone de transition où, en fait, t'enlèves ta combi, tu te mets en habit de vélo. C'est hyper bien. Enfin, sur Ironman, c'est très, très bien organisé. Et ensuite, une fois que t'es en tenue, t'es sur un banc, c'est toi qui te changes, quoi. Et après, tu vas dans le parc à vélo, prendre ton vélo. Et pareil, en rentrant après tes 5-6 heures de vélo, tu déposes ton vélo dans le parc à vélo, tu vas te changer et puis tu repars sur la course à pied. Ok. T'as pas la même tenue pour faire du vélo et pour courir? Si. Ok. T'as la même tenue, mais c'est plutôt que tu changes de chaussures, t'enlèves ton casque, tu prends 2-3 gels qui sont dans ton sac de ravitaillement. Ok. Parce que c'est vrai, quand on les voit sur les vidéos, les athlètes qui font leur transition. Ça prend moins de 9 minutes. Ouais. C'est un truc de fou, mais t'as l'impression que c'est une voiture de Formule 1. Ils retirent leurs chaussures de vélo et ils enfilent directement sans chaussettes leurs chaussures. Tu fais... Ouais, alors moi je fais pas ça. Je me dis, mais moi ça je mets doit les faire des chaussettes. ampoules de fou. Non, ouais, en fait, généralement, eux, ils roulent pieds nus. Et ensuite, je pense que la plupart, ils mettent des chaussettes quand même pour courir. Alors j'ai vu des vidéos de mecs qui enfilaient direct ils leurs mettent chaussures. juste du talc. Après, il y a des chaussures qui sont un peu plus adaptées. Ok. Mais alors là, peut-être que je m'avance, mais il me semble que, grosso modo, si t'es un pro, tu roules pieds nus et après, tu mets des chaussettes et tu vas courir, quoi. Mais moi, je mets des chaussettes tout le temps parce que, voilà, je suis encore un peu... J'ai pas atteint ce niveau encore. Ok. Tu parles de bosser chez Serena. Est-ce que tu peux m'expliquer peut-être plus dans le détail ce que tu fais, comprendre un peu, peut-être aussi la façon dont ton rôle a évolué chez Serena, mais c'est quoi ton rôle aujourd'hui? Ouais. Écoute, moi, je suis investisseuse sur le fonds Racine Carrée. Donc, grosso modo, Racine Carrée, c'est un fonds un peu particulier chez Serena parce que c'est un fonds qu'on co-gère en partenariat avec Make Sense. Make Sense, qui est une association dans le secteur de l'impact qui existe depuis une quinzaine d'années, qui avait pas mal d'activités dans l'entrepreneuriat social, environnemental, notamment un incubateur. C'est là que Too Good To Go a été incubé d'ailleurs, back in the day. Et en fait, grosso modo, juste pour comprendre un petit peu et te faire la jeunesse de Racine Carrée, en fait, Serena et Racine Carrée, les fondateurs se connaissaient déjà depuis pas mal d'années avant de créer un fonds ensemble. Notamment, les fondateurs de Serena avaient pas mal aidé les cofondatrices de Make Sense à lever leur premier fonds. Et après, en fait, on a décidé de répondre à un appel d'offres de place. Donc, en fait, en VC, généralement, soit tu vas toquer à la porte de plein d'investisseurs différents qu'on appelle des LP et tu récupères petit à petit un ticket. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Et en ce moment, les conditions de marché sont plutôt tendues. Donc, c'est assez dur de lever des fonds. Soit parfois, tu as, par exemple, une assurance ou une mutuelle qui dit « moi, j'aimerais bien faire un fonds impact ». Donc, ils font un appel d'offres et que le meilleur gagne. Ils examinent les dossiers et après, tu peux gagner la gestion d'un fonds. Comment tu te différencies, du coup, pour gagner la gestion d'un fonds? Tu fais un partenariat avec Make Sense. Donc, typiquement, là, c'est la MGEN, donc la mutuelle des profs, qui a décidé de faire un fonds impact de 87 millions. Et il y a eu plusieurs candidatures. Et en fait, Serena s'est dit, on aimerait bien lancer un fonds impact. Ils étaient devenus société à mission. Ça devenait assez important pour eux d'investir sur ces sujets. Mais ils n'étaient pas forcément hyper légitimes sur les questions de mesure d'impact, etc. Et à contrario, Make Sense avait déjà levé un premier fonds, mais n'avait pas non plus les 15 ans d'expérience de Serena derrière pour de scaling de boîte. En revanche, ils étaient déjà assez avancés sur tout ce qui est le sujet d'impact. Ils étaient déjà bien connectés dans ces mondes-là. Et donc, ils se sont dit, c'est assez nouveau, c'est assez fou d'ailleurs. Maintenant, ça paraît normal, entre guillemets, parce que Racine Carrée, ça existe depuis quelques années, mais un fonds de VC capitaliste qui s'associe à une ONG,
ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, ils se sont dit, en fait, on va faire une équipe hybride avec la moitié des personnes de chaque organisation. Et c'est comme ça qu'ils se sont différenciés, justement, pour gagner la gestion de ce fonds. Ok. D'un point de vue général, tu disais qu'il faut aller chercher de l'argent auprès de LP ou trouver d'autres sources d'argent. Tu peux expliquer comment un fonds évolue dans le temps et pourquoi il y a plusieurs fonds au sein d'un fonds d'investissement? Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas toujours plusieurs fonds au sein d'une société de gestion. Serena, c'est un fonds plutôt gros. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, souvent, tu lèves ton premier fonds, tu lèves un deuxième. Si tu as de la bonne perf sur le premier, tu arrives à lever un troisième. Ça marche un peu comme ça. Et typiquement, Make Sense, tu vois, ils avaient levé un seul premier fonds. Là, ils viennent de lever leur deuxième fonds. Donc, c'est assez cool. Et après, disons qu'un fonds, généralement, tu as une période d'investissement la market practice, c'est que ça dure 5 ans à peu près. Après, tu as une période de 5 ans où en fait, tu gères les réinvestissements. Donc, tu vas remettre de l'argent dans les boîtes qui ont bien marché pour essayer de... Nous, typiquement, on a à peu près moitié-moitié de nos fonds qu'on garde pour les deuxièmes tickets ou les troisièmes, pour le follow-on, on appelle ça. Et l'autre moitié qu'on a déjà investi dans les premiers tickets de toutes nos boîtes. Et tu as 5 ans, tu investis, 5 ans, tu réinvestis. Et après, c'est plutôt la fin de déploiement où tu vas essayer plutôt de sortir tes boîtes, donc de les revendre. Et là, c'est une période que moi, je ne connais pas encore parce qu'on n'est pas dans cette période avec Racine Carré. Mais c'est le moment stratégique où tu vas savoir si ton fonds va faire de la bonne perf ou pas. Est-ce qu'il est rentable ou pas, c'est ça? Ouais, est-ce qu'il est rentable? En fait, tout simplement, est-ce que tu as réussi à rendre l'argent que tu avais prêté tes investisseurs et à rendre la perf que tu avais promis dans le deal que tu as fait avec eux? Ok. Et tu as parlé de réinvestissement. Ouais. À quelle étape de croissance des boîtes Serena peut investir? Nous, on investit du pré-seed à la série A. Sur notre fonds généraliste, on peut même investir un petit peu après. Mais grosso modo, on fait quand même beaucoup de pré-seed, seed, série A, un petit peu de série A. Donc, nous, chez Racine Carré, on met des tickets entre 1 et 4 millions, à peu près. Donc, sur des tours entre 2 et 8 millions, on va dire. Souvent, on prend la moitié du tour parce souvent, on investit en lead ou en co-lead, ce qui veut dire qu'on prend la majorité du tour. Ok. C'est un choix c'est une stratégie. Quel intérêt de mettre en place cette stratégie pour vous? En fait, tu as vraiment 2 types d'investisseurs qui font 2 métiers assez différents, on va dire, les leads et les follow. C'est tout simplement qualité ou quantité. Tu as des fonds qui décident de mettre des petits tickets dans plein de boîtes et du coup, ils ont plus de chances qu'il y en ait plusieurs qui pètent. Genre Kima, par exemple? Genre Kima, exactement. Et c'est la stratégie un peu spray and pray, on dit. Et après, tu as les fonds de leads qui vont se dire, nous, on va faire une stratégie plus qualitative. On va faire plutôt 5 investissements par an et pas genre 20. Par contre, on va mettre des gros tickets, on va être très présent, on va avoir une place au board. Donc, en fait, c'est pas le même métier. Parce qu'un fonds de follow, ton métier, c'est de faire plein de deals, de gérer beaucoup de volume, d'être au courant de telle boîte qui lève, etc., de réussir à avoir le droit d'avoir de la place dans les tours. Et quand tu es un investisseur lead, c'est plutôt toi qui crée les tours de table. Si tu vas voir un entrepreneur, tu lui dis, mec, si je te donne 2 millions, tu fais quoi? Et donc, en fait, c'est toi qui mets une term sheet qui fixe la valorisation, du coup, et qui va ensuite suivre l'entrepreneur sur plusieurs années. Donc, en fait, une grosse partie de ton métier, c'est pas juste investir de l'argent, c'est passer du temps avec les entrepreneurs des boîtes que tu as en portefeuille et essayer soit de leur faire des intros, de les aider sur tel ou tel sujet. Et nous, chez Serena, ça a toujours été la politique, notamment parce que en fait, la moitié des équipes chez Serena, c'est pas des investisseurs. Tu as une grosse partie qui sont ce qu'on appelle des operating partners. Donc, eux, en fait, c'est des anciens entrepreneurs qui ont monté 1, 2, 3 boîtes parfois ou qui ont été exec dans des gros scale-up. Et qui aujourd'hui sont plutôt dans un moment où ils veulent transmettre tout ce qu'ils ont appris et éviter à nos entrepreneurs en portefeuille de faire les mêmes
les mêmes bêtises qu'ils ont fait eux. Ouais. Ils n'ont pas fait que des bêtises d'ailleurs. Peut-être connaître le même succès que certains Voilà, inconnus. c'est ça. Mais grosso modo, c'est un peu de les aider à fast-track sur les sujets où ils peuvent fast-track. Et donc, t'en as qui sont spécialisés dans les go-to-market aux US, le produit, les RH. Et donc, en fait, ça nous permet de... Quand tu vas voir un entrepreneur, c'est une proposition de valeur qui est assez attractive parce que tu dis, je vais pas juste te donner de l'argent. Si tu veux faire ton go-to-market à l'étranger, je peux t'aider sur ça et ça. On a des experts qui peuvent t'aider, etc. Ok. Petite question maintenant plus tournée sur toi, tes forces. Dans quoi est-ce que tu es très forte dans ce métier? Je pense que... Enfin, le retour que j'ai de mon équipe, c'est que ça fait pas très longtemps que je fais ce métier. Ouais. Mais je pense que j'ai assez vite compris que ce qui était important dans ce métier, c'était de cultiver ton réseau et de créer des relations avec soit des personnes dans d'autres fonds, soit des entrepreneurs, soit des business angels, etc. Et moi, c'est aussi la partie du métier que j'aime le plus. Ouais. C'est que, en fait, tu noues des liens avec d'autres personnes qui, généralement, en plus, dans le secteur de l'impact, sont passionnées à peu près par les mêmes sujets. Donc, c'est quand même plutôt sympa parce que souvent, c'est des personnes assez intéressantes. Je dirais que mes forces, c'est plutôt le relationnel et réussir à, en fait, avoir des vraies relations. Parce que généralement, en fait, ce qui est plus sympa, c'est de travailler avec des gens que tu apprécies et qui t'apprécient en retour. C'est quand même tout de suite un peu plus naturel. Ouais. Et donc, j'ai très vite mis beaucoup d'efforts pour développer mon réseau. Grosso modo, ça veut dire déjeuner avec tous les VC qui investissent dans l'impact en France, à l'étranger, au UK, en Allemagne, etc. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à faire ça. Et je pense que c'est ça qui a un gros ROI maintenant. C'est que la plupart des boîtes que moi j'ai poussées jusqu'à dans notre portefeuille, enfin toutes en fait, c'est des boîtes où c'est un tel qui m'avait dit que telle boîte avait levé et j'avais eu l'info un peu avant parce que je prenais des nouvelles régulièrement, etc. Donc c'est un métier où le relationnel est assez important et je pense que c'est aussi ça qui marche plutôt bien de mon côté. Ok. Tu l'entretiens comment? Si tu as des tips à donner sur Ouais. à entretenir un bon réseau. Quoi. Le Serena Run Club. Mais tout le monde en entend parler parce que je saoule tout le monde avec mon Run Club. Mais en gros, moi, je me suis dit en arrivant, j'étais assez surprise en arrivant à VC de voir combien d'événements de networking il y avait et combien de temps ça prenait dans ta semaine. Et donc, c'était en fait 3 jours après avoir fini mon Ironman que j'ai fait mon premier jour chez Serena. Okay. Donc, moi, j'avais encore des courbatures. Quoi, sans transition. Ouais, vraiment sans transition. Et je m'étais dit, mais en fait, je vais jamais avoir le temps de faire du sport. Il faudrait que je réussisse à faire les deux. Et là, avec Juliette, qui est aussi investisseuse chez Serena dans une autre équipe, on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un run club? Comme ça, nous, on fait notre sport. Mais en fait, en même temps, on rencontre du monde. Et en plus, c'est un moment un peu plus informel, plus convivial que tu as des cocktails networking où tu as coupe de champagne à la main. Totalement. Et donc ça, c'est un exemple, mais en fait, je pense que mon tip, c'est d'être authentique, de faire ce que t'aimes et de le partager avec les autres. Et moi, le Run Club, c'est exactement ça, en fait. Moi, ça me saoule de faire des soirées à rallonge avec des cocktails, etc. Donc, je me suis dit, on va courir ensemble et puis comme ça, on apprend à se connaître. Et c'est comme ça, enfin, c'est une des manières que j'aime utiliser pour rencontrer du monde. C'était quoi tes belles surprises via ce Run Club? Mes belles surprises via ce Run Club, en fait, j'avais pas beaucoup d'expectations en créant ça. Je me suis dit, c'était vraiment le truc où je voulais résoudre un problème que j'avais moi, de devoir aller à des événements networking. Et faire du sport. Et faire du sport. Et donc, honnêtement, ça a vraiment... le fait que maintenant, on a fait plusieurs Run Club avec plus d'100 de personnes. On en a fait dans 5 pays différents. Il y a eu plus de 500 personnes qui ont fait nos Run Club. C'est vraiment un succès que j'attendais pas forcément, tu vois. Et donc, je pense que la belle surprise, c'était de voir à quel point, en fait, j'étais pas la seule qui aimait faire ça. Parce que, visiblement, il y a plein d'autres gens qui sont contents de venir. Et c'était peut-être la flexibilité de ce genre d'événement. Où, en fait, c'est tellement facile d'organiser un run.
Tu vois, là, il y a 2 semaines, il y a peut-être 3 semaines, on était à Helsinki pour Slush, qui est une conférence de tech où il y a énormément de VC, d'entrepreneurs. Et en fait, tu organises un run club, bon, ben, il se trouve que là, on a fait un petit déj après, on a fait un collab avec Finishers, que tu dois connaître, qui est une boîte dans le sport. Donc, il y avait un tout petit peu de logistique parce que tu réserves un café, etc. Mais à la fin, réunir du monde pour aller courir tous ensemble, c'est une manière tellement facile d'organiser un événement. Et en visite, comme c'est important d'être visible pour ton réseau, etc. Et ben en fait, ça nous a permis de faire ça de manière ultra simple. Et quand tu as un job qui part un peu dans tous les sens, où à la fois tu as beaucoup d'événements, mais tu dois avoir des moments où tu te poses pour réfléchir un petit peu plus sur les boîtes sur lesquelles tu bosses en ce moment. Tu as aussi beaucoup de meetings. En fait, avoir une solution hyper simple qui ne te prend pas beaucoup d'énergie mentale pour continuer à cultiver ton réseau, même dans les périodes de rush, bah, franchement, ça fait plaisir, quoi. Ouais, total. Trop stylé. Franchement, ça fait un peu écho aux conversations que j'avais eues avec Lucas Lopez, qui est le fondateur de Net & Connect, où il a voulu s'émanciper un petit peu des événements un peu boring d'entreprise, grâce au sport, justement. Donc ça crée... ça casse un peu la gêne ou la difficulté à interagir avec les gens. En fait, tout le monde est en short. Ouais, bon, tu transpires, t'es dégueu à la fin, mais bon, c'est pas grave, t'es peut-être plus naturel, quoi. On a quand même pas mal parlé de ton projet, de la façon dont il a été construit avec ta boîte. Peut-être un dernier mot sur l'objectif derrière aussi. Tu m'avais parlé de lever de l'argent. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Ouais, toujours. En fait, un des objectifs de ce projet, c'est de lever des fonds pour une association qui fait de la recherche pour la mucoviscidose, qui est une maladie des poumons. Et en fait, j'ai souvent fait des projets pour cette cause. Notamment, c'est un peu la manière dont j'ai commencé à faire du triathlon, etc. Et c'est une cause qui me tient énormément à cœur parce que j'ai un de mes proches qui a cette maladie. Et donc, c'était important pour moi quitte à faire quelque chose de si dur, autant utiliser toute cette énergie qui est mon énergie, mais aussi toute celle des autres, parce que la plupart de mon entourage trouvent ça super, ils sont hyper encourageants, etc. Et je me suis dit que ce serait quand même dommage de ne pas utiliser ça pour quelque chose. Donc, je lève des fonds pour une association qui s'appelle ABCF, qui est basée à l'hôpital Necker et qui soutient la recherche. Enfin, l'association soutient la recherche qui est basée à l'hôpital Necker, qui essaie en fait de trouver des nouvelles manières de guérir cette maladie, qui est une maladie chronique aujourd'hui. Et en fait, moi, ça me donne énormément d'énergie. Ou quand j'ai pas la motivation et que j'ai une grosse semaine au taf et qu'en fait il faut que je me lève à 6h pour caser un entraînement, en fait c'est ce genre de moment où savoir pour quelle raison tu fais cette course, et quand c'est une cause qui te tient autant à cœur, directement le réveil, tu te lèves et il n'y a pas de souci parce que tu sais pourquoi tu le fais. C'est trop beau. Et moi ça m'aide vraiment de me dire que je le fais pour cette cause. Et je pense que il y aurait pas la course aurait pas la même saveur si il y avait pas ça derrière. Ouais, totalement. Ça donne tout de suite beaucoup de sens et de l'énergie. Comment on peut t'aider pour ça ? Comment les gens peuvent participer à la cagnotte Eh bien, ils peuvent. Il y a un lien que je pourrais mettre on le mettra en description. Ouais, ça marche. Donc, ils peuvent donner des sous, sachant que c'est un don qui est déductible d'impôt à hauteur de 66%. Donc, globalement, si tu donnes 100 €, en fait, ça te coûte que 33 € parce que tu payes 66 € d'impôt de moins. Et ça, c'est la meilleure manière de m'aider. Et puis après, en général, c'est les patients qui ont la muco, ils doivent faire beaucoup de sport. Ça fait vraiment partie de leur traitement pour réussir à garder une bonne capacité pulmonaire. Donc, en fait, c'est aussi véhiculer un peu le message du sport pour la santé d'un point de vue plus macro. Mais faites quand même des dons, s'il vous plaît. On a besoin d'argent, en fait. C'est ça. Bon, super. C'est un projet incroyable. On a parlé un petit peu du départ, du kilomètre 21.
Maintenant, on arrive au kilomètre 30. Voilà. Le moment des doutes. Ouais. Peut-être qu'avant qu'on passe à ce petit jeu, est-ce que tu peux me donner un de tes kilomètres 30, me parler un peu Ouais. d'un moment difficile que tu as vécu, Ouais. que ce soit en course ou en perso, Bien sûr. on peut taper large. En fait, j'ai pas un seul gros kilomètre 30. Ouais. J'en ai plusieurs, on va dire. Et ouais, j'y réfléchissais, tu vois. Je pense même à des kilomètres 30 qui sont arrivés assez tôt. Enfin, même quand j'étais enfant. Et je pense que... Enfin, j'ai un exemple de quand j'étais enfant et peut-être un qui est plus récent. Mais typiquement, moi, quand j'avais à peu près 12 ans, j'ai habité à Berlin pendant un an. Et j'ai décidé d'aller à l'école allemande parce que je me disais que je voulais apprendre l'allemand et que c'était nul d'être au lycée français. Et j'y allais vraiment pleine de motivation. C'était moi qui avais voulu faire ce choix. Et, et en fait, c'était une année qui était hyper dure. Où, enfin, tu vois, les personnes dans ma classe, elles se connaissaient depuis tout petit et ils n'étaient pas hyper accueillants. Et je me retrouvais à faire mes récrés avec mon frère. Enfin, vraiment, la loose totale. Et ça, c'est un moment où, justement, le fait de faire de la voile, ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'en fait, c'était un sport où, bah, bon, quand t'es sur l'eau, t'as pas besoin de parler allemand, déjà. Ça, c'est un bon point. Et puis c'est un sport où on était au même niveau, en fait. Parce qu'on savait faire, il n'y avait pas la barrière de la langue. Et c'est marrant parce qu'en réfléchissant à tous mes kilomètres 30, il y en a pas mal où c'est le sport qui m'a vraiment aidé à me remotiver. Donc, tu vois, moi, juste avant de rejoindre Serena, je bossais sur un projet de boîte pendant à peu près 6 mois. Et vraiment, avec mon associé, on bossait comme des malades. On s'était dit, si on veut être vraiment des grands entrepreneurs, il faut qu'on bosse tous les jours, qu'on prenne pas de week-end, qu'on prenne pas de vacances. Enfin, vraiment le road to burn-out. Et en fait, après 6 mois, on a décidé d'arrêter le projet parce que plein de raisons, mais c'était un marché assez compliqué dans le secteur des crédits carbone. On n'arrivait pas à trouver des clients payants. Et en fait, moi, je me suis dit au bout d'un moment, bon, bah, il faut stop. Enfin, j'ai un prêt étudiant à rembourser. Je peux pas me permettre de faire ça pour toujours. Et en fait, c'est juste après que je me suis inscrite pour l'Ironman. Et justement, tu sais, tout à l'heure, je te parlais du fait que j'avais un peu ce rêve de faire un Ironman, mais je m'étais dit, il faudra que je trouve la bonne fenêtre de tir parce que ça prend beaucoup de temps et donc j'avais pas forcément prévu de le faire si tôt. Et après, là, typiquement, c'est en arrêtant ma boîte où je m'étais dit, mais en fait, merde, j'ai pas prévu le coup d'après, quoi. Enfin, j'ai pas de job, j'ai rien de line-up. Et c'est à ce moment-là où je me suis inscrite à l'Ironman en me disant, bon, bah, au moins, j'ai peut-être pas de truc de prévu, enfin, line-up en termes d'un point de vue pro, mais ça me donne aussi cette fenêtre de tir. Et c'est un peu ça qui m'a permis de me remettre dans une bonne énergie et un peu de retrouver le mojo. Ouais, donc grâce au kilomètre 30, t'es sorti de ton kilomètre 1. Ouais, c'est un peu ça, si tu penses. Ok, est-ce que tu peux revenir très brièvement sur les raisons de la difficulté à monétiser sur le marché carbone et parce que je pense que c'est peut-être pas évident pour tout le monde de comprendre les mécanismes sur ce marché. Alors c'est dur d'être mais moi je comprends rien sur ce marché. En fait, grosso modo, un crédit carbone, c'est une tonne de carbone qui est évitée ou séquestrée. Et depuis quelques années, tu as pas mal de mécanismes qui permettent à des entreprises privées, généralement, de financer ce genre de projet qui séquestre ou évite des tonnes de CO2 pour des raisons environnementales, typiquement vouloir avoir une stratégie net zéro, par exemple. Oui. Et donc, en fait, par exemple, Nestlé ou Danone, ils se disent, bon, bah, nous, on émet du CO2, donc on va vouloir acheter des crédits carbone, ce qui revient à financer des projets, par exemple, dans l'agriculture régénérative, qui permettent d'absorber du carbone dans les sols, et donc de séquestrer ce carbone pour X nombre d'années. Et en achetant un crédit carbone, en fait, c'est juste le mécanisme financier à travers lequel Nestlé va pouvoir avoir cet impact environnemental positif. Ok. Et la réalité, du coup, pour cette difficulté à... En fait, la réalité, alors ça n'a pas juste à faire avec le marché, hein, c'est aussi que nous, en fait, ce qu'on voulait, enfin, on s'était positionné sur une assurance dans le secteur des crédits carbone. Où en fait, généralement, si tu es un développeur de projet, donc celui qui, par exemple, plante des arbres
pour vendre des crédits carbone ensuite à Nestlé ou Danone. Quand tu es développeur de projet, la plupart des assurances qui peuvent te protéger contre un sinistre, si tu as un sinistre, donc par exemple ta forêt brûle, du coup tes tonnes de CO2 se relâchent dans l'atmosphère, les assurances vont te rembourser en cash. Donc elles vont te dire, bon, bah, ta forêt est assurée, voilà, 100 000 euros, tu peux aller replanter. Sauf que eux, en fait, ils ont déjà vendu les crédits carbone. Donc en fait, les tonnes de CO2, elles sont déjà enregistrées dans la balance sheet de Nestlé, par exemple. Ouais. Et là, tu as un souci où en fait, c'est le développeur de projet qui est responsable de ces crédits carbone. Et donc, qui va contractuellement, c'est lui qui est en faute. Et donc, en fait, tu as pas mal d'assurances qui commencent à se développer. Il doit les réclamer, de réclamer ce qu'il a vendu, entre guillemets. En fait, techniquement, contractuellement, ils doivent redonner des crédits carbone à Nestlé, Ok. qui soient intègres, tu vois. Parce que sinon, pour eux, pour Nestlé, c'est un gros sujet de greenwashing, un peu scandale. Toutes les forêts brûlent et donc Oui. en fait, leur crédit carbone, c'est du bullshit total. Ok. Donc en fait, tu as pas mal de modèles d'assurance qui se sont lancés. Tu en avais une en Suisse notamment, une aux US et une au UK, et qui permettent de ne pas rembourser l'agriculteur en cash, mais de le rembourser en crédit carbone. Ok. En achetant, en fait, tu achètes des futurs de crédit carbone et puis tu as toi-même, soit tu te fais assurer par une assurance, soit tu as toi-même acheté des crédits carbone qui te permettent de les utiliser au moment venu quand il y a un sinistre. Ok. Donc grosso modo, c'est ça le mécanisme. Ça paraît un peu niche. Il y a quelques boîtes sur ce marché, mais en fait, nous, on s'est plutôt dit que en voyant, en fait, il y a nos concurrents en Suisse qui ont levé un assez gros tour. C'était autour de 8-10 millions. Enfin, pour de l'early stage, c'est un assez gros tour. Quelques mois après qu'on ait commencé à bosser sur ce sujet. Et en fait, eux, c'était genre l'ancien CEO de AXA, l'ancien CEO de Alliance Europe. Et on s'est dit, bon, en vrai, peut-être que, étant donné qu'on vient ni du monde des crédits carbone, ni du monde de l'assurance, et l'assurance, c'est assez spécial quand même de réussir à convaincre des assurances de te réassurer. Parce qu'au début, tu commences en tant que courtier. Et donc là, on s'est dit, bon, en fait, stop. Enfin, c'est génial l'entrepreneuriat, mais moi, je pense que j'étais assez consciente aussi du fait que ce soit dur. Et je suis pas du genre à sous-estimer le travail qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je suis assez admirative aujourd'hui des entrepreneurs avec lesquels je bosse. Donc, je m'étais dit, en fait, c'était aussi un de mes kilomètres 30, tu vois, de me dire, bon, bah, je vais prendre un CDI, je vais être employée. Et en fait, c'est tellement dur que j'avais pas la force de faire ça à ce moment-là dans ma vie. Ok, trop intéressant. On va rester sur le thème du kilomètre 30. Ça marche. Je préparais des petites cartes. Donc pour les gens qui écoutent mais ne voient pas, ce sont des cartes à thème. Donc je te propose d'en tirer 3, mais une à une. Chacune un thème écrit dessus. Est-ce que tu veux bien nous dire le syndrome de l'imposteur. Ah, le syndrome de l'imposteur. Donc je te raconte une histoire sur le syndrome de l'imposteur. Voilà, exactement. Est-ce que ça te parle, ça ? Ouais, c'est marrant parce que en VC, t'as vraiment un truc avec quand t'es VC et que t'as pas bossé en startup, t'as le syndrome de l'imposteur. Okay. Et on dit souvent que avant en fait, que tu sois entrepreneur, que t'exites, que tu gagnes de l'argent, que du coup tu deviennes VC après. Il y a un peu deux types de VC, tu vois. Il y a ceux qui ont toujours été VC et ceux qui étaient entrepreneurs avant et qui ont exit et qui maintenant investissent leur argent ou l'argent des autres. Hein. Et donc souvent, on parle pas mal du fait qu'en étant junior, si t'as pas vu ce que c'était qu'une startup, t'as ce syndrome-là. Et c'est marrant parce que moi, on m'a beaucoup demandé au début, quand je suis arrivée en VC, « Ah, mais comme toi, t'as vu ce que c'était qu'une startup et que t'as bossé en opérationnel », même si, bon, tout est relatif. Hein, j'ai bossé pendant 3 ans, mais bon, pendant 3 ans, tu vois quand même 2-3 trucs. Et on me disait, mais du coup, tu dois être beaucoup mieux placé pour comprendre les boîtes, etc. Et du coup, t'as moins le syndrome de l'imposteur. Et c'était marrant parce que moi, en fait, la seule chose que ça m'a appris de bosser dans une boîte et d'être VC après, c'est que c'est pas bosser dans une startup qui va t'empêcher d'avoir le syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, bon, t'as vu une boîte parmi des milliards de modèles. Moi, comme tu disais tout à l'heure, c'était une marketplace B2C. Bon, ça n'a rien à voir avec les boîtes biotech que j'accompagne aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense qu'à la fin, le syndrome de l'imposteur,
il y a une partie d'expérience, évidemment, et peut-être que tu l'as moins au bout d'un moment, mais il y a quand même une grosse partie où c'est plutôt un mindset. Et... posture un peu, quoi. Ouais, c'est une question de posture. Et je pense que tu as plein de VC qui n'ont jamais mis les pieds dans une startup, qui sont quand même des excellents VC, ou pas d'ailleurs. Ouais. Mais à la fin, si tu penses que, si tu travailles à apporter de la valeur à ton niveau et avec humilité, c'est quand même la meilleure manière de, à la fin, ne plus avoir de syndrome de l'imposteur, parce que si tu dois exit une licorne avant de ne plus l'avoir, je pense que 99,99% des personnes l'auraient encore, quoi. Et même les entrepreneurs, hein, je veux dire. Oui, absolument. On voit le taux d'échec, peut-être que ça remet aussi oui, ça remet les choses un peu en place. Ok, trop intéressant. Alors, le sacrifice. Le sacrifice, je pense que ça résume très bien ce qui m'attend en 2026. Mais ouais, je pense que quand tu fais du sport, quand tu fais du sport généralement à plus haut niveau, ou en tout cas sur des distances plus longues, t'es amené à sacrifier pas mal de choses. Et moi, c'est quelque chose que j'ai un peu appris à faire avec bonheur, parce que c'est un peu maso de dire ça, mais de manière positive. En fait, moi, le sacrifice, maintenant, je sais que c'est un choix, et que à partir du moment où ton sacrifice c'est un choix, et où tu te dis que, en fait, moi, je sais que en janvier, février, mars, avril et mai, je vais voir personne dans ma vie à part ma team chez Serena et mes copains qui font du sport. Exactement. Et je sais aussi que c'est un choix, et que c'est beaucoup de sacrifices de pas voir toutes les autres personnes que j'aime, et de pas faire toutes les autres activités que peut-être je voudrais faire, de plus aller en soirée, de pas boire d'alcool, etc. Mais je sais pas, je l'aborde avec un peu de recul, où je me dis bon, c'est 6 mois dans ma vie, c'est pas grand chose, et puis à la fin je sais que c'est un choix de faire ce sacrifice, donc je suis ok avec ça. Ok, trop stylé. Il faut se mettre all-in. En termes d'heures, ça va représenter quoi ton entraînement au pic? Au pic, ça va être 20 heures. Ok. Mais je pense qu'il y aura peut-être 1 ou 2 semaines à 20 heures, pas plus, voire 18, tu vois. Grosso modo, ça va être janvier 10 heures, février, mars 12 à 15, avril, mai 15 et plus, tout ce que je puisse faire. Donc all-in à ce moment-là, quoi. All-in à ce moment-là. Ok, trop stylé. Hâte de te voir. De pas me voir, du coup. Yes. Alors, la dépendance à l'adrénaline et aux résultats, etc. C'est intéressant parce que j'ai pas l'impression d'être assez bien placée pour parler de ça, parce que comme j'ai jamais fait des très bons résultats, je me sens pas tant concernée, quoique la dépendance à l'adrénaline, je pense que c'est un vrai sujet quand tu prépares des très longues distances. Je pense que ce que tu entends par ce sujet, c'est le fait de devenir un peu addict au sport, et peut-être de moins prendre du plaisir, mais de plutôt être juste dans un mindset de perf totale. Ouais. Je pense que moi, j'ai été assez intentionnelle sur le fait de me fixer des limites. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, tu vois. J'ai pas envie de faire un écart Ironman. Ça m'a l'air horrible, même si certaines personnes se disent pareil avec un Ironman, évidemment. La question, c'est le curseur. Mais je dirais que moi, je fais ce genre de course pour moi. Je pense que tout le monde dit ça, mais en fait, je sais pourquoi je le fais, ce que ça m'apporte. Et c'est moins une question de pur objectif sportif. D'ailleurs, parfois, on me dit mais du coup, t'es passionné de triathlon, etc. Et en fait, je leur dis mais je sais même pas si je suis passionnée de triathlon. J'adore la course, j'adore nager, j'adore faire du vélo. Mais est-ce que ma passion, c'est le triathlon ? Franchement, non. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est quelque chose que j'adore faire à cette phase de ma vie. Ouais. Mais après, j'aurai plein d'autres phases de ma vie. La vie est très longue. Et j'ai commencé le triathlon, j'avais 23 ans. Je faisais plein d'autres choses avant. Donc, je pense qu'il faut savoir se poser ses limites, et aussi comprendre, est-ce que tu recherches la pure adrénaline ? Moi, je recherche plus l'apprentissage, en fait, d'apprendre des choses sur moi-même. Et donc, peut-être que ça m'aide à ne pas être juste dépendante des hormones que sécrète ton corps quand tu fais du sport. Ouais, beaucoup de personnes peuvent le voir comme une drogue. Oui,
je pense que c'est un vrai sujet et qu'il vaut mieux en être conscient. Et moi, je me souviens avant mon premier Ironman, j'appréhendais un petit peu l'après. Et je m'étais dit, bon, ok, on va... Bon, déjà, je commençais mon job chez Serena, donc ça m'a quand même bien rempli mon agenda et ma tête. Mais je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à, du coup, pas rester addict au sport et à vraiment baisser le rythme parce que j'avais autre chose. Mais il faut trouver autre chose, quoi. Ouais, ok. Trop cool. On passe le mur du marathon, là. Ça y est. On est passé par la période... la petite... la petite difficulté qu'on a quand on court un marathon, les grosses crampes, les muscles qui peuvent tétaniser si on gère pas bien sa nutrition. Absolument. Mais toi, ça t'arrive jamais. Donc moi, ça m'arrive pas. C'est vrai, en plus, j'ai très peu souvent crampé. Bon, trop de chance. Oui, c'est bon. Ou justement une trop bonne préparation. Là, l'idée de ces dernières minutes, c'est donc d'arriver sur le kilomètre 42, donc plutôt l'arrivée. Et c'est plus des questions de perspective que j'ai envie de te poser, plus sur la vision, le futur. Ouais. On a assez peu parlé du marché du sport, mais ça m'intéresserait d'avoir ton avis en tant que investisseuse. Comment est-ce que tu vois ce marché quand on regarde les dynamiques générales, tout ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que tu pourrais donner ton insight un peu sur la façon dont tu vois qu'il évolue et les opportunités sous-jacentes peut-être qui peuvent parler aux entrepreneurs ou peut-être même aux personnes qui veulent s'intéresser à investir dans ce secteur? Ouais, totalement. Je pense que c'est un univers... Enfin, c'est passionnant ce qui se passe en ce moment avec le sport parce que tu vois, encore il y a 5 ans, 10 ans encore plus, personne courait. Maintenant, tu te balades sur les quais de Seine, tu vois des hordes de personnes qui font des run clubs, toutes les courses qui sont sold out en 30 secondes, voire moins. Donc c'est sûr qu'il y a un momentum, il y a un truc qui est en train de se passer dans le sport. C'est aussi la raison pour laquelle nous, on a toujours voulu investir dans le sport avec Racine Carré et on l'a fait cette année. Parce qu'en fait, avant, on ne trouvait pas forcément et on a senti un peu qu'il y avait un momentum qui se créait dans le running et donc on a investi dans Coacha. Et je sais que tu as interviewé Ben, notamment le cofondateur de Coacha, qui est une app de coaching IA pour le running. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a déjà une tendance un peu plus globale sur le fait que les personnes vivent plus longtemps et vivent mieux plus longtemps. Donc, tu vois, en parallèle d'un mouvement massif de personnes qui se mettent au sport, et bon, je pense que ça reste un peu une bulle, mais c'est une bulle un petit groupement de personnes qui finalement va grandir peu à peu. Et je pense qu'il y a vraiment une tendance de fond de personnes qui se mettent au sport, et notamment au running. Et t'as ça, et en parallèle, t'as aussi pas mal de trends sur la longévité. T'as pas mal de boîtes qui se montent sur mesurer tes biomarqueurs, ton âge biologique, comment être en meilleure santé plus longtemps. Et je pense que la tendance de fond, c'est tout simplement que t'as un vieillissement de la population, des personnes qui vivent beaucoup plus longtemps et qui ont un peu la volonté comme elles savent qu'elles vont vivre plus longtemps, de vivre en bonne santé. Donc, en tout cas, d'un point de vue pur VC, il y a pas mal de boîtes qui se montent, que ce soit dans le running, donc Coacha par exemple, que ce soit Strava qui soit devenu maintenant une très grosse boîte qu'en fait tout le monde connaît, alors que moi je me rappelle utiliser Strava je sais pas, en 2019 ou en 2018, et encore j'étais pas dans les premières. Personne connaissait, quoi. Ouais. C'était un truc de niche. Ouais, donc en fait, au fur et à mesure que ce marché ne devient plus une niche mais devient un marché de masse, ça commence à intéresser les VC qui avant n'avaient pas de modèle économique sur ce genre de marché. Okay. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se fait en parallèle sur la longévité et les sujets de bien-être, et qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire sur ces sujets-là, même si on n'a pas encore trouvé d'investissement sur ces sujets chez Racine Carré. Ok, toi, c'est des sujets qui t'excitent. Tu te verrais, je sais pas, dans le futur, monter des boîtes dans ce secteur? C'est une bonne question. Moi, je suis avant tout drivée par l'impact. Bon, l'impact, ça veut un peu tout et rien dire. Mais je sais pas si je monterais une boîte, tu vois, dans les boîtes, les trends de longévité, de biomarqueurs, etc. Parce que je trouve que tu as un impact assez fort, mais sur une population très restreinte de personnes qui peuvent se permettre d'acheter tous ces tests qui coûtent souvent assez cher. Après, tu as aussi une étape 2 qui est
inclure la prévention dans la santé du plus grand nombre. Donc réduire les coûts. Donc réduire les coûts de l'assurance maladie et donc rembourser ce genre de solutions, évidemment. On n'en est pas encore là tout de suite, mais ça, je pense que ça arrivera. Mais j'avoue que je me suis toujours vu faire un projet plus dans le climat parce que, en fait, à titre perso, je ressens plus une urgence sur ces sujets-là que des sujets dans le sport ou la longévité. Même si, en réalité, le projet que je suis en train de faire avec Serena, moi, c'est un peu mon petit projet entrepreneurial du moment, même si c'est pas une boîte et que je le monétise pas, pas encore, probablement pas du tout. Mais en tout cas, ça nourrit le côté entrepreneur de moi qui s'est dit je vais prendre un CDI et je vais être employé. Et donc, c'est sûr que c'est aussi des projets qui m'animent, mais je n'écarte pas cette possibilité. Ok, trop stylé. J'ai 3 questions à te poser, 3 questions qui amènent des réponses courtes. Okay. Si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui démarre aujourd'hui, ce serait quoi? Qui démarre dans quoi? Dans l'impact. Dans l'impact? Par exemple. Je dirais de faire ton métier avec tes tripes. Enfin, si l'investissement impact, par exemple. Et notamment parce qu'aujourd'hui, on dit que climate tech is dead, que le climat, c'est saut 2021, l'impact aussi, notamment avec tout ce qui se passe aux US. Et à la fin, en fait, les trends, elles changent tous les 2-3 ans. Et tu peux pas changer ta carrière tous les 2-3 ans. Donc, plutôt d'être aligné avec ce que tu fais et de trust your gut un peu. Parce que c'est la meilleure manière d'être le plus heureux dans ton taf, malgré le fait que les trends changent un peu plus souvent. Ok, excellent. C'est quoi le truc que personne ne dit sur la réussite dans le sport de haut niveau et que toi, t'as compris? Franchement, pour moi, je suis pas encore à très haut niveau, hein, donc je dis ça en toute humilité parce que je pense qu'à mon niveau, on peut encore ne pas avoir de talent. mais c'est juste le travail, ça paye. Enfin, c'est tout simple en fait. Et je trouve que c'est tellement vrai dans le sport, en tout cas dans le sport d'endurance où tu as besoin de zéro technique. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas vrai. Il faut du talent, il faut du temps, il faut de la chance. Mais franchement, quand tu prépares un Ironman, alors certes, on n'est pas tous fait pareil, mais à la fin, le travail, ça paye. Et normalement, c'est un peu A plus B. Si tu t'entraînes, ça marche. Et c'est ça qui est aussi assez satisfaisant. Ouais, clairement. Je vais mieux m'entraîner du coup pour mes prochains marathons. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi dans 20 ans? Waouh! Dans 20 ans, bon, j'espère que je ne serai pas juste un souvenir. Enfin, je serai encore là, normalement, si tout va bien. Mais qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Pour moi, c'est assez important de rester aligné avec moi-même et d'avoir un peu cette... je parle parfois de droiture morale, de me dire qu'en fait, j'essaie de faire les choses bien et de faire de mon mieux dans tout ce que je fais. Et c'est tout bête, ça paraît un peu anecdotique, mais je trouve que se forcer à être plus vertueux à chaque fois et de pas se permettre de faire les choses mal ou de déraper un peu d'un point de vue éthique ou sur la qualité de ton travail, c'est quelque chose que je valorise énormément parce qu'en fait, ça te permet d'être aligné en tant que personne et du coup d'être plus épanoui dans ta vie. Donc, je dirais, si on trouve que je suis quelqu'un qui est aligné avec ses valeurs et qui moralement n'y dévie pas, en tout cas, pas trop. On dévie toujours peut-être un petit peu. Voilà, personne n'est parfait. Mais je pense que je serais assez contente si on retient ça. Ok, c'est un beau projet. On va essayer. Je te souhaite que... Attention, parce que les gens... Le droit moralement. Les gens vont te suivre de très près. Du coup. Ouais. On arrive au terme de ce marathon. Merci d'avoir couru ces 42 km ensemble. C'était fatigant. C'était un peu plus long que prévu, mais j'ai trouvé les conversations ultra intéressantes. On a parlé de ton parcours perso, ton parcours pro, ce qui te motivait. Moi, je suis trop content parce que j'ai appris... à mieux comprendre tes sources de motivation. Et je pense que c'est un message qui
qui pourra parler à beaucoup de personnes qui peut-être qui cherchent leur voie, qui cherchent à monter des projets, à bien s'entourer. Et tu donnes des conseils ultra intéressants pour ça. Donc merci pour tout, Alix. C'était trop cool Merci. d'échanger avec toi. Avec grand plaisir. Merci, Victor. Un dernier mot peut-être pour les personnes qui nous écoutent, pour te suivre, ou pour te contacter. Ouais. Comment ça se passe? On peut me contacter. Enfin, j'ai mon LinkedIn qui est plutôt actif. C'est les joies du métier de VC. Où il y a mon mail aussi dans ma bio. Je réponds plus facilement par mail que sur LinkedIn. Et après, si vous voulez suivre mes aventures de Road to Kona pour essayer de me qualifier au championnat du monde d'Ironman, j'ai un compte Insta qui s'appelle Iron-Alix. Et là, c'est un peu les backstage un peu plus informels. Et puis, venir au Serena Run Club. On fait ça tous les deuxièmes lundis du mois, sur Paris. Un run avec entrepreneurs, investisseurs et toute personne de l'écosystème de la tech est bienvenue. Donc, n'hésitez pas. Ok, je vais mettre tous les liens en description. C'était un plaisir, Alix. Merci beaucoup. On est derrière toi pour ton Ironman. Je vais avoir besoin. Tu vas être qualifié, c'est sûr. C'est gentil. À très bientôt. À bientôt. Ouais, allez. Super, bien joué. Voilà, c'était Kilomètre 30. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez soutenir l'aventure, ça se passe sur Kilomètre 30 Podcast sur tous les réseaux. Évidemment, si vous avez des retours, des idées de sujets à aborder ou même des recommandations d'invités, je les prends avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'écrire. Sur ce, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.